Ça tourne toujours, ce truc-là? Je m'appelle Frank. Mais c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est cette question. Vous, qui êtes-vous? L'Amérique est devenue un pays cruel, brutal et malveillant. On récompense les gens les plus superficiels, les plus débiles, les plus méchants et les plus bruyants. De nos jours, c'est comme si les gens n'avaient plus aucun sens de la dignité, aucun sens de la honte non plus. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Ce sont les défauts les plus méprisables qui sont admirés et célébrés. Mentir, répandre la peur, c'est pas grave, tant qu'on gagne plein de pognon en le faisant. On est devenu une nation de propagateurs de haine, balançant notre venin comme des slogans. On a perdu notre gentillesse. On a perdu notre âme. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique concernant le film God Bless America, réalisé par Bobcat Goldthwait et sorti en 2012. L'histoire raconte la vie de Frank, un américain lambda au quotidien banal qui passe son temps à se plaindre de ses voisins, de l'apologie de la connerie diffusée à la télévision et du fait qu'on se moque d'un gamin qui chante mal dans une émission de télé comme La Nouvelle Star. Un jour, Frank apprend qu'il a un cancer en stade terminal. Il décide alors, après un petit pétage de câble, d'aller shooter la population moyenne américaine qui pour lui ne mérite pas de vivre. Il est accompagné par Roxanne, une jeune fille également révoltée par la société et qui apparemment est sexuellement abusée par sa mère et son beau-père, ce qui fait monter en Frank un sentiment de pitié et il la prend donc sous son aile. Alors je tiens à vous signaler tout d'abord que cette vidéo contient des spoilers, donc si vous ne voulez pas connaître tous les enjeux dramatiques du film avant d'avoir vu le film, je vous conseille tout d'abord de couper la vidéo, regarder le film, et ensuite de revenir me voir. Le scénario du film arbore une structure narrative classique d'une comédie dramatique slash noire. Un personnage ordinaire à qui il arrive quelque chose de spécial qui va créer des péripéties. Ces péripéties vont constituer en gros 45 minutes du film, puis le héros va se remettre en question suite à un nouvel élément déclencheur et il va tenter de changer la donne. Sauf qu'ici, le troisième acte n'est qu'un prolongement logique des précédents actes. Frank va jusqu'au studio où est tournée l'émission American Superstars pour y descendre un maximum de gens. Le scénario est donc une montée successive des péripéties avec une légère pause qui permet au film de reprendre ses esprits et de s'apaiser, histoire de se recharger. En effet, pendant cette pause, Frank en profite pour s'approvisionner en armes afin de se diriger vers les studios d'American Superstars. Enfin, le film se conclut donc sur la descente dans les studios d'American Superstars de plusieurs personnes dans le public, de Steven Clark, le gamin dont tout le monde se moque depuis le début du film, mais qui pour des raisons de ressemblance je renommerai Snake Jr., des membres du jury, ainsi que Frank et Roxanne par la police. Alors, vous l'aurez remarqué, ce film est une satire de la société américaine actuelle. Ça critique la télévision, la consommation de masse, ainsi que la culture poubelle des États-Unis. Toutes les 30 secondes, il y a une injure faite aux gens qui consomment en masse, qui regardent les médias mainstream, etc. Ce serait long d'en faire toute la liste, donc voici un extrait. À une sœur Kardashian, mon prof de sport, ou bien les personnes qui disent stop là, n'importe quel sportif ça me va. Oh, les fans de Twilight, les gens qui prétendent aimer le punk rock. Alors qui c'est qui me casse les couilles encore? Ce qui résume assez bien la mentalité de nos protagonistes. Ils sont révoltés par la société et veulent punir les gens qui ne sont pas intelligents selon eux. Ce film est donc un énorme pamphlet anti-américain et on le sent bien. Il n'y a qu'à voir comment la télévision est diabolisée dans ce film. C'est un média qui ne sert soit qu'à montrer des pétasses capricieuses, soit des fausses stars en quête d'un succès éphémère. Mais il est également très cynique envers ses protagonistes. En effet, le film critique beaucoup la société américaine, que ce soit dans sa manière de regarder ou de consommer la télévision, de s'informer, le rapport avec autrui, etc. Tout est donc porté en dérision dans ce film, mais c'est également un film contre le port d'art. Frank et Roxy passent leur temps à tuer des gens pour nettoyer le monde d'une possible vermine intellectuelle. Ils sont clairement élitistes. Ils considèrent dans un premier temps qu'ils valent mieux que les autres, ensuite, ils considèrent que seuls les gens intelligents ont le droit de vivre. Et ça s'appelle de l'eugénisme. Quand Frank et Roxy sont dans l'hôtel à dire « Tu sais qui on devrait tuer? Qui? Les personnes qui disent méga et géant à tout bout de champ. Genre, elle est méga géante ta bagnole. Ou bien ceux qui prennent tout le temps des boissons énergétiques. Les personnes qui disent constamment c'est clair, prends ça dans les dents, ou encore c'est que du bonheur. Non, et après qui écrira les slogans des plats mexicains surgelés que j'adore? Oh, les gens qui portent des bijoux en strass, et ceux qui affirment avoir de la spiritualité. Ou ceux qui disent namasté. On comprend alors que nos protagonistes sont au même niveau que ceux qu'ils critiquent. C'est également un film contre la liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est le fait qu'un individu ait le droit d'agir sans répercussion. Par ailleurs, Roxy est dégoûté que elle et Frank ne puissent pas passer à la télévision lorsqu'ils massacrent des gens. Ah, je suis vraiment dégoûtée. J'arrive pas à croire qu'on parle pas de nous aux infos. Ça, c'est un des problèmes de ta génération. Vous pouvez pas apprécier une chose si elle n'a pas été enregistrée. T'étais là, tu l'as vécu, ça te suffit pas comme expérience?
La prochaine fois que tu veux te rappeler quelque chose, au lieu de sortir ton téléphone portable, pourquoi tu prendrais pas une photographie mentale avec ta mémoire? Regarde, moi, quand j'avais ton âge, il y avait personne qui tweetait. Et pourtant, on arrivait à vivre des choses intéressantes. C'est vrai. Et puis, le téléphone était relié à un fil qui sortait pas de la maison. On prenait pas de photos avec. C'est donc une critique envers sa génération qui pense que la course à la popularité est quelque chose de bien, et donc une critique envers ses propres protagonistes. Critique qui sera d'ailleurs réitérée quand ils passeront à la télé plus tard dans le film et qu'ils seront tous les deux heureux, montrant alors que la célébrité ne leur est pas si égale que ça. Par ailleurs, le titre du film God Bless America fait référence à l'hymne national américain et renforce donc le côté satire et critique de son propre pays. Du côté de la mise en scène, on a quelque chose d'assez riche et varié. Par exemple, Ava, la fille de Frank que l'on voit au début du film, est une fille capricieuse dont la mère, divorcée de Frank et remariée, cède à tous ses caprices. Dans une scène, Ava appelle son père pour se plaindre du téléphone que sa mère lui a acheté, un BlackBerry au lieu d'un iPhone. En dehors du fait que la gamine ait moins de 8 ans, on peut observer à ce moment précis que, pendant qu'Ava parle hors champ au téléphone, le son de la télévision est coupé. Les paroles d'Ava recouvrent donc le son de la télévision, et on peut clairement lire sur les lèvres de la jeune fille ce qu'Ava est en train de dire. C'est très ingénieux car cela permet de faire une critique de la jeune fille qui, en train de se plaindre de la marque de son téléphone, est au même niveau que la jeune fille ayant le double de son âge, qui fait les mêmes caprices à ses parents et qui en plus passe à la télé. C'est une sorte de double dénonciation qui, je pense, méritait un arrêt sur image. Passons à la suite. À un moment, Frank et Roxy vont au cinéma. Au bout de quelques instants, ils sont emmerdés par des jeunes qui font du bruit en parlant, en mangeant et en étant au téléphone. Frank décide alors de les tuer. Dans cette scène, plusieurs plans sont à étudier. Tout d'abord, lorsque Frank tire sur les gens présents dans la salle, la scène est créée par le biais de plusieurs plans subjectifs, donnant l'impression au spectateur d'être dans un jeu vidéo en FPS, et lui permettant plus facilement de s'identifier au personnage et de l'incarner. Nous avons donc l'impression de tirer à la place de Frank ou de Roxy. Et c'est là qu'est tout le cynisme du film. On reproche au spectateur ce qu'on reproche au personnage principal, être un élitiste. Car au fond, on regarde ce film pour se dire « Moi je suis plus intelligent que les autres, je suis au-dessus d'eux, et je devrais tuer ceux qui ne pensent pas comme moi. » Et ce film nous en donne l'illusion. Également dans cette scène, un homme présent dans la salle dit qu'il a filmé toute la tuerie et a armé de son téléphone, et Frank le tue d'un coup dans la tête, la balle passant à travers le téléphone et l'explosant avant de s'insérer dans la tête de la victime. Ici également, on a une mise en scène plutôt sobre et jolie qui tente de nous montrer la destruction de la technologie pour détruire l'aliénation des hommes et des femmes, alors qu'au final, seule la mort aura raison des gens. Pour moi, l'exemple de mise en scène le plus notable est quand Frank et Roxy dorment à l'hôtel dans le même lit et parlent de leurs goûts légèrement différents. Tout d'abord, il s'agit d'un conflit générationnel, puisque Frank a du mal à comprendre comment Roxy peut aimer Star Trek, et qu'il pensait qu'elle serait plus du genre Battlestar Galactica, une série beaucoup plus récente que l'autre, et qui a plus de succès chez les jeunes. Également, il la pensait plutôt fan de comics ou de boys band comme Fall Out Boy ou Green Day, ce à quoi Roxy répond clairement « Ah, va te faire foutre, Frank! Oui, j'apprécie Star Trek, ancienne et nouvelle génération, et... Oui, je peux tout à fait lire un roman sans aucune image, figure-toi. J'ai une préférence pour les classiques, même si j'ai pas honte d'avouer qu'il m'arrive de lire les romans de vampires d'Anne Rice ou Harry Potter. Fall Out Boy et Green Day sont nuls à chier, c'est de la grosse merde en boîte. et qu'elle préfère. Niveau musique, je suis complètement fan d'Alice Cooper. Toute cette scène est filmée en champ contre champ pour montrer qu'ils sont en totale opposition et que donc leurs corps sont séparés par le cadre. Ce sentiment d'écart et de séparation est accentué par les gros plans tête-pied qui montrent qu'ils font face à un écart générationnel tellement puissant que même leurs corps sont à l'opposé. Sentiment d'écart renforcé lorsque Roxy décide de tuer la scénariste du film Juno alors que Frank refuse. Tout n'est que champ contre champ à foison, à aucun moment nous n'avons un plan qui relie les deux personnages dans le même cadre et je trouve ça brillant. Je ne vais pas m'attarder sur la scène où Frank rêve qu'il est le nouveau John F. Kennedy et où Roxy est sa Jackie, car je n'ai juste rien compris à cette scène, hormis le fait qu'il se pense donc être un bonhomme de loi et bienveillant envers la population américaine. Peu après s'être rendu compte que Roxy ment sur ses parents depuis le début, il décide de l'abandonner toute seule en se disant qu'elle ne vaut pas mieux que les autres. Juste avant, Frank décide de tuer un anonyme rencontré dans un bar le matin même, pour lui piquer sa voiture. Dans cette scène, le plan séquence fixe nous fait comprendre ici que le héros devient aussi brutal et mauvais que les gens qu'il veut tuer. Le plan est froid, aussi froid que le personnage que l'on suit, et accessoirement que l'on incarnait dans le plan en vue subjective. Peu après, Frank se rend dans un hôtel dans lequel il achète quelques armes à un revendeur, puis se rend dans les locaux d'American Superstars. Ici, nous avons le droit à un plan en mouvement au ralenti, légèrement débulé, commençant sur la date du Walk of Fame de Lou Costello, un acteur américain principalement connu localement pour des séries télévisées et des sketchs dans lesquels il aurait dit « I'm a bad boy », ce qui caractérise Frank. Le plan continue et la caméra se lève et montre successivement le corps de Frank jusqu'à arriver à son visage. Le fait que le plan soit légèrement débulé nous montre clairement que Frank n'est pas droit, il est fou. Il est animé par tellement de haine et de rage qu'il en déstabilise la caméra. Et pour ajouter à cette déstabilisation, on a le droit comme musique de fond I'm Not Like Everybody Else des Kings, un groupe phare du mouvement rock des années 60-70 en Angleterre et aux États-Unis. La chanson parle d'elle-même.
D'ailleurs, en parlant de musique, la BO de ce film est très orientée rock des années 60-70, voire 80, car on a le droit, comme je vous l'ai dit, aux Kings, mais aussi à Alice Cooper, et du rock plus récent comme le Black Rebel Motorcycle Club, et j'en passe. Mais toutes les compositions du film ont été créées par Matt Collard, le compositeur du film. Et pour finir, la mort de Frank et Roxy est filmée tantôt de face en plan poitrine fixe, tantôt de dos en contre-plongée, pour nous rappeler qu'ils sont les héros, mais qu'ils ont fini par tomber, victimes de leurs propres agissements. Voilà, c'était la fin du film God Bless America, réalisé par Bobcat Goldthwait, et c'était grandiose. Mais genre vraiment, je vais passer pour un suceur, mais j'en ai rien à foutre, je trouve que ce film mérite une standing ovation. Bon, là je suis tout seul, mais j'espère que dans le peu de salles où il a été distribué, il a reçu un accueil comme il se doit. Bon alors, que l'on soit clair, je n'ai pas eu le droit de savoir combien ce film avait coûté. J'ai posé la question à la boîte de prod Darko Entertainment, à un site qui répertorie les coûts de production et le box-office de chaque film dans le monde, aucun n'a voulu me dire combien le film avait coûté. En revanche, vous pouvez voir ici que le film n'a pas du tout, mais alors pas du tout, cartonné. Il a rapporté moins d'1 million de dollars dans le monde entier. Bon, en même temps c'est un film indépendant, ou semi-indépendant puisque produit par une petite boîte, mais une boîte quand même, qui a d'ailleurs produit plusieurs films de Richard Kelly, dont Donnie Darko, film qui a donné son nom à la société, et de Bobcat Goldthwait. Et ça me fait perdre foi en l'humanité de savoir que des films comme God Bless America font d'aussi petits scores, même pour des films indépendants. Voilà, c'était la fin de cette chronique sur God Bless America, j'espère qu'elle vous aura plu, et je ne peux que vous conseiller le film. Quant à moi, je vous dis à bientôt.